Sim vous présente le podcast de l'assurance. Bienvenue à ce rendez-vous incontournable de l'assurance. Je suis avec Yannick Loger, bonjour, Bonjour Maggie. donc notre expert métier. Et aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Jérôme Riffet, directeur de la gestion santé et prévoyance chez Verspiren et directeur général délégué de la filiale Gestineo. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, parlez-nous de vous. Quels sont vos hobbies? Vous faites du golf, du padel, c'est ça? Effectivement, je fais du golf, sport bien connu de la majorité des personnes. Le paddle, c'est un sport qui est peut-être un peu plus anecdotique, car il ne faut pas confondre le paddle et le padel. Le paddle étant un sport se pratiquant sur l'eau et sur une planche qui ressemble à du surf. Le paddle, par contre, et c'est celui que je pratique, c'est un sport de raquette qui est un croisé entre du tennis et du squash. Donc très cardio, finalement ça permet d'allier Un peu plus cardio que le golf, effectivement. un peu la marche. Sur le golf, vous faites ça à Mérigny, vous faites ça à Villeneuve-d'Ascq, c'est sur quel parcours? Je fais ça à Villeneuve-d'Ascq, À Villeneuve-d'Ascq. à Brigode, oui. D'accord, très bien. Et donc distinguo paddle golf, pourquoi alors? Histoire de garder la forme? Histoire de garder la forme, et puis un groupe d'amis avec qui on peut faire les différentes activités. Très bien, donc collaboratif, collectif. On en reparlera tout à l'heure de la gestion du collectif. Donc en plus de vous intéresser au sport, vous intervenez également dans différentes associations qui sont liées à l'ICAM, votre école d'origine. En effet. Donc si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, éventuellement, j'interviens dans 2 associations, une qui a pour vocation de s'occuper des résidences de l'école. Donc ça donne l'avantage d'être assez fréquemment au contact des étudiants et de garder, malgré mon âge avancé, contact avec des personnes d'une vingtaine d'années. Et puis une autre association qui est beaucoup plus sérieuse cette fois-ci, qui s'occupe du financement des projets structurants de l'école. Donc là aussi, assez intéressant de pouvoir se projeter sur des points de vue un peu plus stratégiques. D'accord. Donc vous venez de l'ICAM et après si on regarde votre parcours, on relève une grande diversité de pôles, donc de domaines d'activité, que ce soit la mode, le sport, encore le textile. Donc c'est assez surprenant tous ces parcours, ou ces domaines d'activité différents. Oui, effectivement, l'ICAM est une école généraliste, donc on n'a pas forcément de domaine de prédilection en sortant, ou de domaine d'intervention réservé en tout cas. Première expérience dans la grande distribution et puis en informatique, et puis ensuite assez vite l'envie d'aller sur ce qui m'avait motivé à l'origine sur mon choix de l'école, qui était plutôt de la production industrielle, donc différentes entreprises où j'ai pu accomplir ça avec plaisir pendant 8-9 ans. Pour ensuite rejoindre l'assurance. Alors effectivement, c'est un parcours peut-être atypique. Mais je ne sais pas si dans les métiers, en tout cas de la gestion, peut-être certainement plus dans le commercial, mais dans le métier de la gestion en assurance de personnes, il n'y a pas forcément beaucoup d'écoles qui préparent à ce genre de métier. Donc je ne sais pas si les personnes y arrivent forcément tout de suite en première intention, mais c'est comme très souvent professionnellement des opportunités qui peuvent arriver. Qui font qu'on se retrouve dans un secteur ou dans un autre. Alors, il y avait quand même une obédience à traiter de l'assurance de personnes ou pas du tout? Alors, vous disiez le parcours ingénierie. Non, en fait, je suis arrivé chez Verspiren dans une première double fonction qui était de m'occuper de la construction du bâtiment du siège social, du nouveau siège social. D'accord, le joli peigne à Ouascal. Un bâtiment qui a son identité visuelle forte. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a réalisé un concours d'architectes, c'est pour ça qu'il avait été choisi. Donc pour m'occuper de ce projet-là et en même temps m'occuper de la certification. J'étais responsable du système de management de la qualité. Et ça faisait suite à des expériences précédentes, cette fois-ci dans le monde industriel. Et puis 2 personnes à l'issue du projet de construction du siège social, 2 personnes partant à la retraite dans la gestion prévoyance santé qui faisaient partie du périmètre certifié. C'est là où on m'a proposé de prendre le relais et d'aller sur un poste plus cœur de métier. D'accord, parce que quand on s'était croisé la première fois, de mémoire, vous étiez avec Bruno Le Maire. On était sur un sujet collectif. Bernard Le Maire, pardon. On était sur un sujet collectif, d'ailleurs, qui est parti à la retraite, il me semble. Il est parti à la retraite, cette année. oui. Ouais. Alors, il y a quelques années, sur son métier principal. Et puis, il a fait
comme assez souvent chez nous, un petit peu de cumul emploi-retraite pour continuer à apporter son expérience, mais sur des domaines un peu différents. Toujours sur la prévoyance santé, mais sur des domaines assez spécifiques. D'accord. Donc, quand on s'était rencontrés, moi j'avais l'impression que vous formiez un bon duo, parce que finalement vous aviez la partie ingénierie, la partie gestion, lui la partie commerce. Ça a permis de faire des transitions sur d'autres sujets, notamment pour le commerce pour vous, ou pas du tout? Alors sur le commerce, ça a été avec lui ce qu'on a pu travailler. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup déjà sur le métier, indubitablement. Et puis certainement au niveau commerce, c'est avec lui qu'on a pu réfléchir à la création de la filiale Gestineo, vendre le projet à notre direction générale. En estimant qu'il y avait de la place pour le développement d'une activité commerciale sur de la gestion pour compte de tiers, qui est l'ambition de Gestineo. De Gestineo. Mais ça tombe bien, on voulait en savoir un peu plus sur cette filiale. Vous pouvez nous en dire quelques mots finalement? Oui, alors Gestineo, c'est une, comme je viens de le dire, c'est une filiale qui a vocation à proposer le savoir-faire de gestion de Verspiren à d'autres acteurs, que ce soit principalement des courtiers partenaires. Ça pourrait être, on n'a pas encore pu concrétiser, mais ça reste dans nos souhaits, éventuellement à des porteurs de risques sur des portefeuilles ciblés. Voilà, donc de vendre notre savoir-faire en estimant à l'époque qu'avec l'évolution de la réglementation S2, etc., qui arrivait, eh bien, les acteurs allaient se concentrer, les acteurs de la gestion prévoyance santé, il y aurait une concentration et qu'il y avait une taille critique à avoir pour être en capacité de maintenir un niveau qualitatif, un niveau d'organisation qui permette de répondre aux différentes exigences. Voilà. Donc l'activité de gestion pour compte, on l'a réalisée déjà sous l'enseigne Verspiren, mais l'idée était de proposer une alternative à des courtiers, notamment pour leur permettre d'avoir un partenaire sur lequel ils pouvaient s'adosser sans forcément mettre en avant, par contre, un concurrent potentiel. D'accord, une marque blanche finalement. Moi, je vais revenir sur vos différentes activités. Comment vous avez réussi à gérer votre formation complémentaire, parce que vous avez fait un MBA, c'est ça, en stratégie de développement. Donc toute cette partie conseil, votre poste de directeur également. Donc, comment ça s'est passé? Alors ça a été assez simple et bien organisé conjointement avec Verspiren. J'ai profité, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on m'a proposé ce poste avec le départ à la retraite de 2 personnes, puisqu'avant Verspiren, les équipes de gestion de Verspiren sont réparties sur 2 sites et il y avait avant 2 responsables distincts. L'idée était de créer une direction unique, mais les 2 personnes partaient en retraite à 1 an d'intervalle et j'ai intégré cette activité en amont. Donc j'ai eu une période de tuilage avec l'une des deux responsables avec qui la transition a été faite en douceur et dans de très très bonnes conditions. Et donc ça m'a permis d'être un petit peu plus disponible aussi pour pouvoir à la fois prendre en charge un nouveau poste, mais en même temps réaliser une formation effectivement qui est sur un mode exec, donc vendredi, samedi, mais avec quand même une charge de travail quand même assez significative. Donc voilà, ce tuilage était une bonne chose. Très bien. Ça m'amène à partir sur la transformation digitale, parce que justement, ces différentes expériences, ces différents postes et domaines d'activité, ça vous a donné des outils pour pouvoir justement amener cette transition digitale dans votre métier? Oui, certainement. Une formation comme ça apporte une capacité à prendre du recul sur un certain nombre de sujets, de certainement pas être un expert dans une multiplicité de domaines, bien évidemment, mais en tout cas d'être en capacité à dialoguer avec les experts de chaque domaine, de comprendre leurs préoccupations, d'entendre leurs axes de travail, les besoins, etc. Bien sûr. Et donc en adoptant cette prise de recul et par rapport à l'activité de gestion, c'est là où on s'est dit qu'il y avait de la place effectivement pour de la marque blanche ou une activité en marque blanche, ou en tout cas
cas en gestion pour compte, mais qu'il y avait aussi une évolution des attentes des clients, qu'il y avait des nouveaux services à inventer, et le digital en fait bien évidemment partie. Si on veut passer d'un métier qui est et qui devient de plus en plus, si on est sur la pure gestion, une commodité. Il n'y a pas sur la pure gestion telle qu'elle est réalisée habituellement ou traditionnellement, il n'y a pas grand-chose à inventer. On peut toujours bien évidemment rechercher le meilleur prix, le prix le plus bas et la meilleure qualité en termes de délai, en termes de conformité des process, mais il faut aller au-delà si on veut gagner des nouvelles parts de marché, il faut développer de nouveaux services, et on a du service à apporter à travers du digital, parce qu'il faut de plus en plus être en capacité de conseiller, d'apporter de l'information, de simplifier nos process. Voilà, donc un champ très très important, et encore une fois, le digital permet beaucoup de choses. Et du coup, comment vous percevez la transformation digitale dans le monde de l'assurance? Pour vous, on est au début justement de ces bouleversements que ça implique. Est-ce que le monde de l'assurance est sensibilisé à ça? Est-ce qu'ils ont déjà mis des actions en mouvement face à ces bouleversements? Comment ça se... Je pense qu'il y a quelques années, le monde de l'assurance était loin d'être à la pointe du digital. On est, encore une fois, un vieux métier avec des contraintes réglementaires aussi qui sont très fortes, qui incitent à la prudence, qui n'incitent pas forcément à la prise de risque et à l'innovation permanente, parce que toute innovation est aussi une prise de risque. Bien sûr. Donc cette histoire faisait que l'assurance pouvait être vue comme très en retard par rapport même à des acteurs type bancaire, notamment, qui sont sur des métiers un petit peu proches, mais quand même assez différents. Donc l'assurance n'était pas forcément à la pointe, encore moins en collectif, qui est mon domaine d'activité. Mais maintenant, il y a une accélération forte. Tous les acteurs de taille significative et qui en ont les moyens investissent massivement, que ce soit les porteurs de risques ou les courtiers. Tous ont des stratégies digitales fortes. Des investissements, encore une fois, conséquents sur les différents sujets. On entend beaucoup parler de robots, de blockchain, d'intelligence artificielle. Il y a une position particulière de Verspiren là-dessus? On y reviendra après, mais juste votre ressenti par rapport à ça? Oui, il y a clairement eu un fort élan qui a été impulsé par notre direction générale, Pierre-Anthony Verspiren, qui depuis maintenant 3 ans a clairement demander à ce que toute l'entreprise s'aligne sur ces sujets, et on a des actions de sensibilisation auprès de l'ensemble des collaborateurs sur justement l'importance du digital et le besoin d'innover, de questionner nos process, de questionner les services que nous vendons par rapport aux capacités qui peuvent être apportées. Et donc c'est assez plaisant et assez challengeant. Donc une véritable orientation stratégique, oui. Un projet d'entreprise. Finalement, vous embarquez tout le monde dans ces nouveaux sujets? Alors un projet d'entreprise, Verspiren est constitué, le groupe Verspiren est constitué de nombreuses filiales, je crois qu'il y en a 24 ou quelque chose comme ça aujourd'hui, qui ont une autonomie forte, et même au sein de Verspiren, la société opérationnelle, chaque direction est quand même très autonome sur les sujets, donc il n'y a pas forcément une orientation et des décisions qui sont imposées sur l'ensemble de l'entreprise. Chaque direction, chaque business unit, si on veut prendre un terme anglo-saxon, est maître de ses actions, mais voilà, il y a une sensibilisation très très forte et une attente sur ces sujets. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous partager par exemple un projet digital qui s'est déroulé chez vous? Une appli mobile par exemple? Alors, dans notre direction, on a eu la chance de profiter dans les premiers de cette orientation, de travailler. On a eu la nomination d'un CDO au sein de l'entreprise qui a travaillé pour notre direction opérationnelle. On a été ses premiers utilisateurs, on va dire.
Et donc on a complètement refondu et nos extranets, on est en cours de déploiement. On va dire qu'on a 3 niveaux d'extranet. On en a déployé aujourd'hui 2 et le 3e arrivera tout début d'année prochaine. Donc on a revu la partie assurée. On a revu une autre partie assurée qui est mais assez spécifique, c'est tout le process d'affiliation électronique. Et puis l'année prochaine, on va proposer un nouveau site pour nos clients, nos souscripteurs, donc les DRH ou les services RH des entreprises. Et on a fait aussi une refonte complète de nos applications mobiles. On avait publié une première version d'application mobile en 2011 ou 2012 de mémoire, mais qui était sur des fonctionnalités assez basiques, qui correspondaient aux standards de l'époque. À l'époque, bien sûr. Voilà. Et donc là, maintenant, on a voulu déployer de nouveaux services et être... Alors, le mobile first, pas forcément, c'est pas forcément le sujet pour nos assurés. Il y a des moments où ça peut être intéressant et il y a d'autres types d'actions. Faire une adhésion sur un mobile, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sur une tablette, très certainement. Voilà, donc il faut raisonner certainement sur les deux types de devices. Ouais, côté utilisateur et voir un petit peu quel est le média le plus simple à utiliser. Tout à fait. Mais vous aviez fait une présentation, puisque là, c'était pendant l'été où vous aviez lancé justement cette nouvelle appli, avec une belle vidéo. Oui. On a notre service marketing qui a adopté un ton un petit peu décalé pour présenter nos nouveaux extranets, à la fois sur la partie assurée et sur la partie adhésion. Il y aura très certainement la même chose sur la partie RH. RH, d'accord. Voilà, même si on s'adresse à une cible plus professionnelle, mais et pour avoir été à plusieurs reprises dans des soutenances commerciales, montrer ces films, ils ont un effet assez sympathique. Plutôt bien reçus. Ils sont plutôt bien reçus. Ouais, le côté décalé fonctionne bien. Donc on vient de voir la transformation digitale chez Verspiren, mais également tout ce qui était impact sur le marché. Donc j'aimerais revenir plus spécifiquement sur le marché. Quelle est votre vision actuelle du monde de l'assurance aujourd'hui ? En vision actuelle, c'est assez difficile de synthétiser en quelques mots. C'est clairement un secteur qui est chahuté, qui est qui est loin de l'assurance d'il y a une dizaine d'années, qui était dans une situation financière très très confortable. Aujourd'hui, tant les porteurs de risques que les intermédiaires sont soumis à une concurrence féroce, mais comme dans tout secteur d'activité, sont obligés, encore une fois, d'innover, de se différencier. On parle de désintermédiation, je ne crois pas à la désintermédiation dans le monde de l'assurance, sauf si par intermédiaire on entend simplement un vendeur de produits sur étagère qui va chercher le meilleur coût. Bon, ça, un site, un comparateur peut très bien le faire, bien sûr. Mais sur des produits tels que les nôtres, en collective et même en santé, ce sont des produits complexes qui nécessitent du conseil, qui nécessitent de l'explication, tant en avant-vente qu'en après-vente. Bien sûr. Et donc là, le courtier, l'intermédiaire a toute sa place pour réaliser cette activité. Donc il faut à nous d'imaginer, encore une fois, les meilleures solutions pour proposer du conseil. On le fait très bien et nos équipes de consultants le font très bien vis-à-vis des entreprises. Il faut qu'on passe aussi à l'échelon suivant, qui est de proposer du conseil directement aux assurés. On a de plus en plus des produits avec le contrat responsable. On a de plus en plus des produits modulaires, avec une part qui est prise en charge par l'entreprise, par l'employeur, l'autre qui reste une part au salarié, qui peut être complètement facultative et prise en charge par le salarié. Donc il faut qu'on soit capable d'apporter du conseil à ce salarié en fonction du produit collectif souscrit par son entreprise. Donc tout ça, il faut faire évoluer nos systèmes d'information pour que nos équipes ou l'interface digitale soient capables d'amener ce conseil. Mais voilà, on a de beaux projets devant nous à mener, de beaux changements à opérer. Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a des modèles un petit peu différenciants. On n'est pas loin de la Belgique. Ici, on est juste à la frontière. Ils ont un modèle un petit peu particulier parce qu'ils sont ils peuvent être à la fois courtiers, assureurs, banques. Est-ce que demain, c'est un modèle qui pourrait s'appliquer sur le courtage français ?
Sur le courtage, je pense que c'est un petit peu difficile d'imaginer la même chose. On a en France des assureurs qui se positionnent sur la banque. On a des banquiers qui depuis longtemps se sont positionnés sur de l'assurance. Bien sûr. Intégrer les courtiers dans cette démarche, c'est certainement un petit peu compliqué. On a des métiers qui sont quand même très contrôlés, avec des niveaux d'exigence, avec des répartitions des rôles qui nous sont imposés. Oui. Donc je pense qu'aller sur une intégration totale des 3 métiers, c'est compliqué. D'accord. Même si les assureurs essaient aussi de se positionner de plus en plus, et c'est normal, ils sont à la fois nos fournisseurs et en même temps parfois nos concurrents sur différents prospects. Donc ils essaient aussi d'être sur l'activité de conseil. Mais encore une fois, le courtier, de par son indépendance, de par sa capacité à adresser l'ensemble des acteurs du marché dans un appel d'offres, a un rôle à jouer vis-à-vis des entreprises. Pour revenir sur Gestineo, la filiale, donc, vous vous êtes appuyé justement sur cette vision du marché pour pouvoir mettre en place le positionnement. Est-ce que vous pouvez préciser un peu le positionnement justement de cette filiale ? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Gestineo, l'idée c'était de se dire, Verspiren a des capacités de gestion, a un système d'information qui est robuste, a des procédures de contrôle interne, a tout ce qu'il faut pour répondre aux exigences des porteurs de risques, des évolutions de la réglementation. Et de plus, on assiste aussi parfois à une séparation, une volonté pour les clients, un certain nombre de clients, de séparer les différentes activités. Donc, il y avait la séparation traditionnelle entre le porteur de risque et le courtier. Qui faisait conseil et gestion. Et certaines entreprises ont de plus en plus une volonté de séparer les trois pans d'activité, et donc avoir aussi une capacité à délivrer de la gestion entre guillemets pure, avec un rôle de conseil qui est opéré par un autre acteur sur certaines cibles de clients. C'est un besoin aussi, c'est un relais de croissance pour nous. Voilà. Donc Gestineo a vocation à répondre à ça. Finalement, vous êtes sur toutes les branches De toute façon, Verspiren est sur toutes les branches. De toute façon, je crois que chez nous, quel que soit votre besoin assurantiel, vous trouverez une réponse. La réponse est présente. La réponse est présente, quel que soit le besoin d'éléments à assurer, que ce soit un bateau, un yacht, que ce soit des salariés, que ce soit des machines dans une entreprise. Vous trouverez un risque informatique, vous trouverez des éoliennes, vous trouverez à peu près tout. Tout risque à couvrir. Mais du coup, alors, ça amène une question, parce que la transformation digitale, les robots, l'intelligence artificielle, vont pas avoir le même séquencement sur un bateau, sur une RC, une responsabilité civile, sur de l'assurance de personnes ou sur de l'IRD. Donc, c'est quoi ? Du coup, c'est chacune des structures qui prend ce marché et qui propose la solution, ou il y a vraiment un environnement qui peut être finalement mutualisé? On est dans le monde de l'assurance. Oui, donc la mutualisation a du sens chez nous, effectivement. Mais néanmoins, on ne veut pas que cette mutualisation soit synonyme de rigidité et de... Vous restez agile sur ces sujets-là. Ouais. Donc, pour prendre un exemple, dans notre activité, on est assez spécifique en gestion prévoyance santé. On reçoit... de nombreux appels téléphoniques. On reçoit entre 30 000 et 70 000 appels par mois. On reçoit des mails en nombre également, et assez peu de directions ont les mêmes besoins sur ces sujets-là que nous. Donc, dès les années 2010-2011, on a été confronté à une évolution exponentielle du nombre de mails reçus. Il m'était difficile d'allouer des ressources en nombre correspondant pour traiter ces mails. Donc, on a par exemple été innovant sur la mise en place d'un outil d'intelligence artificielle qui nous aide à traiter ces mails, à en détecter le thème, l'origine, le thème, à orienter ensuite le mail vers le bon correspondant pour gagner du temps. Et de l'efficacité, une capacité de pilotage de cette activité. Donc voilà, on a été innovant. Cette solution, on peut ensuite essayer de la proposer ou de faire un retour d'expérience à d'autres directions si le besoin devenait existant chez eux. Mais néanmoins,
d'autres pourraient choisir de sélectionner une autre solution. Ils en ont tout à fait la latitude. D'accord. Ensuite, on a bien évidemment une DSI qui est commune. On est sur un outil qui nous est propre. Interne, ouais. Donc on a une DSI commune et qui essaye aussi de promouvoir une certaine cohérence des systèmes d'information et des outils qui sont mis en place. D'accord. Pour rester sur ce thème de l'innovation, avec votre vision 360 degrés du monde du courtage et votre regard que vous venez de nous partager, sur quelles briques vous appliqueriez la transformation digitale? Je veux dire, quelles briques sont prêtes à recevoir cette transformation, également sont plus délicates pour recevoir cette transformation digitale? La transformation digitale, elle est... alors après, il y a des sujets... blockchain ou autres, mais qui sont encore assez lointains pour nous. En tant que courtier, je pense que ça s'adresse pour l'instant plus à des assureurs. Mais sur la partie courtage, la transformation digitale, elle est dans tout ce qui est relation avec le client. Encore une fois, on a des clients qui de toute façon veulent un service permanent, veulent à la fois être en capacité de faire du self-care et en même temps pouvoir accéder à un humain quand ils le souhaitent. Bien sûr. Voilà, donc le digital nous permet à la fois de proposer ce self-care et en même temps d'améliorer le contact avec un humain en essayant d'orienter plutôt sur le self-care quand c'est inutile de prendre en charge un humain pour que l'humain puisse se consacrer à des tâches, comme on dit, à haute valeur ajoutée. Mais en tout cas qui ont vraiment du sens pour nos clients. Ça nous permet aussi d'être plus réactifs. On a maintenant des outils qui permettent de faire du réappel automatique depuis notre plateforme téléphonique ou ce genre de choses. C'est du digital si on veut. En tout cas, c'est des outils digitaux qui facilite et qui améliore l'expérience client. Donc la transformation digitale avec finalement beaucoup d'éléments. Pour vous, il y a quand même le service, la réponse au client. Lui proposer des services via une alimentation par ses propres moyens, le self-care. Mais de ce que j'entends, finalement, c'est beaucoup aussi de process. Il y a une industrialisation par rapport à cette transformation digitale qui est mise en place et qui vous permet de répondre aux besoins de vos clients, de vos adhérents. Bien sûr, c'est tout le paradoxe qu'on a aujourd'hui dans les attentes des consommateurs, des clients. On veut à la fois être autonome et finalement être autonome, être conseillé. Bien sûr. On veut à la fois du sur-mesure, mais des process qui tournent, qui coûtent pas cher, qui sont robustes. Mais comme je pense pas que ce soit spécifique à notre activité, non. Ça, c'est dans tout l'écosystème, on va retrouver ça, oui. Dans toutes les industries, on a effectivement ce besoin-là. Donc, et encore une fois, on a la chance d'avoir une taille qui nous permet de faire les investissements nécessaires, bien sûr, d'avoir les volumes, qui sont des affaires qui sont réalisées. Donc, si on parle d'intelligence artificielle aussi, l'intelligence artificielle a du sens à partir du moment où il y a des volumes. En bien général, on a besoin de big data pour travailler, pour faire du machine learning, pour faire ce genre de choses. Et là aussi, être en capacité d'observer des volumes de données significatives nous permet ensuite d'imaginer des nouveaux services à proposer à nos assurés en détection d'anomalies ou donc on a cette capacité à faire. Donc vous faites un petit peu de prédiction avec des solutions particulières, ça? Alors traditionnellement on a comme dans tout courtier de notre taille et compagnie, on a une direction de l'actuariat qui traditionnellement faisait ces actions de prédiction. Et maintenant, on peut commencer à imaginer des solutions plus automatisées et plus fines, et à la fois pouvoir déporter ou compléter ces actions qui ont comme cible plutôt les souscripteurs et les entreprises, et maintenant proposer sur base de ce traitement de la donnée de l'information pertinente aux assurés directement. D'accord. Donc tous ces services, ces solutions automatisées, ça ne se réalise pas en interne justement. Vous faites... Alors on a une direction informatique qui accomplit beaucoup de choses. On a une direction de l'actuariat qui travaille et qui a englobé ou qui s'est adjoint des personnes qui sont spécialisées dans le deep learning, dans ce genre de domaine de compétences.
Et puis on fait appel effectivement à tout un écosystème de start-up, on rencontre régulièrement et on a un événement annuel lors des vœux de la direction générale où une vingtaine ou une trentaine de start-up sont invités à venir nous présenter leurs produits et chacun peut essayer de se faire une idée de l'utilité ou pas de cette solution dans son propre domaine d'activité. D'accord, via Euratechnologie, via Santé. Différents pôles, peu importe. Je ne peux pas vous dire effectivement quel est le point d'entrée. Je pense que c'est plus notre équipe digitale qui sélectionne et qui est en contact avec différents intervenants. On a aussi une filiale qui s'occupe aussi de ces relations particulières et qui peut décider d'investir sur une start-up ou sur un sujet particulier. D'accord. Ah, ça pourrait être intéressant qu'on voit ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maggie, mais tout à fait. Si vous pouvez nous inviter, moi je suis preneur. Il y a d'autres sujets peut-être pour finir sur les différentes questions, et puis après on vous laissera le mot de la fin. On parle beaucoup de DGPR, DDA, on a parlé là juste avant de blockchain, d'intelligence artificielle. Contrainte ou levier pour vous, DGPR, DDA ? Les deux, bien évidemment, toute contrainte. Tant qu'elle ne s'applique pas à un acteur unique, mais à l'ensemble du marché, ça peut être aussi vu comme une opportunité pour ceux qui sauront y répondre de la meilleure des manières. Donc, toute l'ambition pour nous est justement de nous adapter au mieux et de faire ça mieux que nos concurrents. Très bien. Donc, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un mot, une citation pour finir ? Un mot ou une citation, je vais me contenter d'un mot. Je n'ai pas préparé de citation. Donc je vais me contenter du mot passionnant. On a devant nous tout un tas de challenges, un métier qui est peut-être un petit peu méconnu, mais qui a sa complexité. Et en tout cas, moi, je m'amuse dans la complexité. Donc, je suis bien dans ce domaine d'activité. Il faut que ça reste ludique. Donc passionnant, ludique et puis... Ludique, je ne sais pas si nos collaborateurs utiliseraient tout le temps ce terme. Surtout en cette période, on est en pleine période d'activité et de rush pour la mise en place de nos nouveaux contrats. Mais en tout cas, c'est intellectuellement très stimulant. D'accord. Un grand merci en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session. Merci. À très bientôt. Merci Jérôme. Au revoir.